Bonjour à tous. Eh ben, on va commencer. Eh bien, du coup, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, c'est Romain Taillade, je suis Global CTO chez Decathlon et aujourd'hui, j'anime la conf avec Tristan. Tristan. Tristan Nito, Octo Technologies, je m'occupe d'Anthropocène et de commun numérique. Voilà. Tu peux commencer? Je croyais que c'était toi. Alors, c'est comment? Alors, je commence. Parfait. Bon, mais du coup, on est venu aujourd'hui, enfin, pour tout vous partager, on avait calé cette date-là assez tôt dans nos rencontres avec Tristan. On avait coché un peu de la case dans le calendrier en se disant, voilà, on a pas mal d'espoir qu'à la fin de nos travaux de plusieurs mois, et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui, on va vous raconter une histoire assez cool sur ce qu'on a réussi à faire autour du numérique responsable. Alors le titre, bon, je pense que vous l'avez vu, je reviens un peu en arrière, mais j'allais dire, ce sera probablement plus cool que ce titre-là qui est un peu naze. Je crois qu'on n'a pas réussi tout à fait. C'est moi qui l'ai choisi. Hein, donc voilà, donc on est désolé pour le titre, mais il y a pas mal de choses à l'intérieur. On espère que ce sera assez intéressant pour vous. Alors pourquoi c'est cool cette présentation? Parce qu'en fait, elle mélange pas mal de choses, vous allez voir. Elle mélange des choses qu'on aime bien, des choses qu'on n'aime pas bien. Elle mélange un peu de science-fiction. Elle mélange aussi de la théorie. Elle mélange un peu de pratique. Donc en fait, on a essayé de l'ancrer dans le réel. Alors le réel, c'est plutôt du coup là le réel de Decathlon qu'on a choisi comme finalement fond de tarte pour cette présentation. Et le réel de Decathlon, il se coupe en deux choses. Il se coupe dans une accélération de sa croissance dans le digital assez importante et un retour en fait à la vraie vie qui est intéressant et qui nous a amené à avoir les conversations qu'on a eues avec en tous les cas Tristan. Alors, en fait, pour parler de Decat, il y avait plein de façons d'en parler. On aurait pu parler des magasins dans le monde, des milliers de magasins. On aurait pu parler des centaines de millions de clients qu'on a opérés. On aurait pu parler aussi, par exemple, de nos centaines de milliers de collaborateurs qui nous aident à démocratiser le sport. On aurait pu parler de tout ça. Mais côté tech, et pour exprimer un peu le scale du numérique, on a essayé de choisir une seule métrique. Et c'est pas facile, je vous garantis, pour expliquer un peu là où on est arrivé. Donc, cette métrique-là qu'on a choisie, c'est en fait le nombre d'appels d'API en milliards qu'on consomme, qu'on a à gérer chez Decathlon depuis plusieurs années. On a mis ça comme ça sur une courbe pour vous montrer un peu le scale de l'entreprise. Donc voilà, tout est dans le titre, mais quelque part, on a fait x12 sur cette période-là sur le nombre d'appels API. Et on pourrait argumenter sur le fait que c'est peut-être pas la meilleure des métriques. Hein, on pourrait même argumenter sur le fait que ce soit peut-être le signe d'un système un peu malade. Mais en tous les cas, là, il faut nous croire sur l'idée que ça a traduit quelque part chez Decathlon une volonté d'accélération de son numérique, de comment on le met à disposition des clients, comment on le met à disposition de la démocratisation du sport et comment ça nous a emmenés sur cette trajectoire-là. Donc, clairement, du scale, et spoiler alerte, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas fait x12 sur le business sur cette période-là, dommage pour moi, et dommage pour certains décathloniens qui sont dans la salle aussi. Mais malgré tout, ce scale-là, il était hyper impactant parce qu'on savait très clairement que notre futur chez Decathlon, il allait passer par une mise en place d'un système numérique ou d'un système digital qui serait hyper performant. Donc là, j'ai envie de dire, quand on est CTO et qu'on voit ce genre de graphe et qu'on voit nos uptime qui carburent, qu'on voit notre expérience client qui est vraiment aux petits oignons, etc. Donc on se dit trop bien, puisque là, finalement, on se dit la médaille d'or, elle est un peu pour nous et on va réussir la course. Pourtant, quand on travaille dans ce secteur activité, il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas voir. Et ça, j'ai mis 4 exemples pour vous situer un peu ce à quoi on réfléchit avec les équipes et ce qui nous interpelle. Donc, par exemple, l'Irlande, évidemment, si vous avez déjà entendu parler, vous savez qu'aujourd'hui, l'Irlande qui avait fait une grosse campagne pour attirer beaucoup de data centers est arrivée au point où le prochain data center, en fait, il peut créer des blackouts dans le réseau électrique. Donc là, on a des questions assez fortes où on se dit, on fait beaucoup de numérique, mais là, on est en train de challenger un besoin qu'on pourrait juger un peu fondamental d'accès à l'électricité pour les particuliers. Donc ça, c'est interpellant. Juste un chiffre, en fait, les data centers consomment plus que les gens qui habitent dans des villes en Irlande. Voilà. Donc ça pose 2-3 questions de ce qu'on fait. On pourrait parler de TSMC, donc le fondeur là, bien connu, qui fait toutes nos puces qu'on a dans nos téléphones, dans nos ordi, etc. TSMC, quand on regarde à peu près ce qu'il consomme en eau potable pour faire sa production de puces, on parle de centaines de milliers de tonnes par jour. En fait, quand on le ramène à quelque chose de réel, ça ressemble vite à la moitié de l'eau potable d'une grosse agglomération type Séoul, quoi, par exemple. Donc, on commence à toucher là aussi un autre droit fondamental, un peu l'accès à l'eau potable. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On pourrait parler d'NVIDIA. Alors, sans surprise, c'est un peu le grand gagnant de la course à l'IA. Mais si vous relisez les derniers rapports, vous verrez qu'il a dégradé son carbone de moins 90% là, sur le dernier rapport. Et donc là aussi, pas de magie pour produire, il faut polluer un petit peu.
on va dire. Et puis le dernier point que j'aime bien, c'est sur mon préféré, c'est Microsoft et le nucléaire. Donc je sais pas aussi ça si vous l'avez vu, mais Microsoft, pour sécuriser sa grille électrique, a juste réouvert un réacteur nucléaire de la centrale de 3 Mile Island, qui est une centrale qui est assez bien connue pour, si vous regardez un peu l'historique des accidents nucléaires, puisque c'est une qui a eu un niveau 5 sur 7 et qui est classée dans c'est pas très bien. Donc Microsoft, voilà, qui réouvre du nucléaire, ça pose 2-3 questions là aussi. Donc on a un retour sur Terre qui est assez dur. Et finalement, en tant que CTO et de manière générale, on se pose la question un peu brutale avec l'équipe de se dire, finalement, est-ce que notre équipe, là, les gens avec qui je bosse au quotidien, est-ce qu'on ne serait pas un peu dans le camp du mal? Voilà. Donc c'est une question un peu brutale, un peu volontaire, un peu provocante aussi, mais elle est vachement réelle, cette question. Pourquoi? Parce que quand on y pense, Decathlon, on a une mission incroyable qui est de démocratiser le sport, et on sait que le numérique, c'est une bonne façon aussi d'amener vers ce sujet-là. Mais là, quand on y pense et qu'on le croise avec notre plus gros marché, qui est celui de l'outdoor, on se dit peut-être qu'on est un peu en train de détruire l'outdoor, qui est aussi notre premier marché. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas dans cette équation? Donc là-dedans, quand on y pense, on se dit qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour résoudre cette question-là. Et donc, les solutions, il y a plein de solutions, entre guillemets, ça passe, et on en a déjà activé un paquet, qui passe de, entre guillemets, de la paille en carton à la cantine jusqu'au reconditionnement de l'ordinateur. Mais nous, ce qu'on cherchait à faire avec l'équipe, c'était une solution qui était beaucoup plus proche de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, nous, au quotidien, avec notre armée de développeurs? On fait du code. Et comment ce code-là, il peut servir aujourd'hui cette problématique? C'est toute la question qu'on a derrière. Et ce qu'on cherche à faire, c'est clairement de faire de l'optimisation. Et c'est ça dont on va parler sur la dernière partie du talk. Et quand on en était là, on va dire, dans notre réflexion, ce qu'on s'est dit, c'est... on a croisé plutôt la route de Tristan, et Tristan nous a dit finalement la loi de Moore c'est mort et il faut penser à la logique Heroom. Et c'est là où on s'est connecté. Et Tristan, je te laisse engager la suite sur cette partie-là. Absolument. Pardon. En fait, il faut savoir qu'on vit dans l'ère du bloatware. On s'est demandé si on n'appelait pas ça de l'obésiciel, mais comme je suis moi-même gras comme un loukoum, donc on a décidé qu'on a utilisé bloatware à la place. Le bloatware, c'est des logiciels qui occupent sans cesse plus de mémoire, qui consomment sans cesse plus de CPU parce qu'on rajoute des fonctionnalités. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et oserais-je le dire, c'est le monde qu'on produit, nous tous, dans cette salle. Et je ne suis pas le dernier à en faire partie. Ça a existé parce qu'il y a la loi de Moore qui existe depuis 1965. Donc là, on voit Gordon Moore, qui est mort il y a 3 ans, qui était cofondateur d'Intel. Et Gordon, il disait, le matériel va doubler de puissance tous les 18 à 24 mois. Alors en fait, ce n'était pas exactement ça. Il disait, on va doubler le nombre de transistors dans un semi-conducteur tous les 18 à 24 mois. Et ça s'est réalisé. En fait, c'était une prophétie autoréalisatrice. Ils ont mis en place, c'est une loi de programmation industrielle en quelque sorte, ils ont mis en place les ressources pour que ça arrive. Et effectivement, ça a marché, puisque là, on ne le voit pas bien, mais c'est le Intel 4004, premier microprocesseur. Il faisait 2300 transistors, et c'était une merveille absolue. D'abord parce que c'est la première fois qu'on pouvait acheter un microprocesseur sur le marché. Il y en a eu d'autres, des microprocesseurs avant, mais ils étaient réservés dans la fabrication des avions en réaction. Donc en fait, pour avoir un microprocesseur, il fallait acheter l'avion qui allait autour. C'était compliqué, il n'y avait pas beaucoup de marché. Mais là, ça y est, on pouvait l'acheter sur un catalogue, et puis il était envoyé chez vous, et puis vous pouviez faire un micro-ordinateur. Voilà, mollo, c'est un processeur de 4 bits. Donc forcément, ça ne faisait pas grand-chose. Alors qu'on le voit avec un ordinateur moderne, 22 millions de fois plus de transistors dedans, avec des registres de 64 bits qui tournent considérablement plus vite. Et de cette puissance qui n'a fait qu'augmenter, ici c'était une échelle logarithmique, donc ce n'est pas linéaire du tout, c'est en fait une explosion de la puissance. En 50 ans, ça nous a poussé à avoir des ordinateurs partout, et à en jeter un maximum, parce qu'on fait du logiciel. Et là, il y a un genre de corollaire un peu moins victorieux qui va avec la loi de Moore, c'est la loi de Wirth, du nom de Niklaus Wirth, inventeur du langage Pascal, de module A2 et de plein de choses, un type extraordinaire, et qui, lui, n'était pas content du tout, parce qu'il disait, mais en fait, c'est incroyable, à chaque fois qu'on nous donne une machine plus puissante, on fait des logiciels 2 fois plus lents. Et malheureusement, ça s'est vérifié.
Alors j'ai plein d'exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voyez un peu la puissance du CPU qui est nécessaire pour faire tourner Windows et Office au fil des années. C'est toujours Word, Excel, etc. Alors au mieux, on peut mettre des emojis et tout, il y a un correcteur orthographique, enfin globalement, c'est à peu près la même chose. Eh bien, ça explose, la consommation de mémoire aussi explose. Et ça nous amène à dire ou à entendre des gens qui disent « Ah, mais mon ordinateur est devenu trop lent !» Non, votre ordinateur n'est pas devenu trop lent. Ça marche avec le smartphone, ça marche avec le serveur. Ils ne deviennent pas plus lents. C'est pas vrai. Par contre, vous mettez des nouvelles versions de logiciels qui sont plus gros et moins efficaces. Alors oui, vous percevez de la lenteur, mais ce n'est pas parce que la machine ralentit. C'est parce que vous mettez du logiciel qui est plus adapté à ce matériel. En fait, vous déployez la loi de Wirth sur votre machine et ça vous pousse à renouveler votre matériel. Et ça, c'est un souci parce que, pour revenir à la préoccupation environnementale dont parlait Romain tout à l'heure, le problème, c'est pas tant la consommation d'énergie, c'est la fabrication. Et ça, évidemment, nous, en tant que particulier ou en tant que professionnel, ce qu'on voit en premier, c'est la consommation de l'énergie. Bon, en France, on a la chance d'avoir de l'énergie nucléaire qui est très peu carbonée. Donc, en fait, c'est pas ça qui ruine particulièrement. J'ai pas dit que le nucléaire était formidable et sans souci, hein, mais au niveau du carbone, en tout cas, c'est pas là que ça pose problème. Par contre, la fabrication, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la consommation de ressources, c'est au moment de la fabrication de ce matériel. Mais de façon massive, hein, 88% de la consommation d'eau, c'est pendant la phase de fabrication. La consommation de ressources, quand vous achetez un MacBook Air, c'est au moment de la fabrication qu'on utilise de l'aluminium. Après, vous n'êtes pas obligé de le recharger d'aluminium tous les ans. Non, c'était une fois pour toutes au moment de la fabrication. Et au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est pareil. Donc c'est la fabrication qui pose problème. Et le problème de la loi de Wirth, c'est qu'en faisant du logiciel comme des cochons, on utilise du matériel qu'il faut renouveler pour bénéficier de la loi de Moore. Alors là, je vous présente mon camarade Aurélien, qui est un garçon formidable. Je le dis d'autant plus que je crois qu'il est dans la salle. Hein. Donc, bon, je ne vais pas me fâcher avec lui. Et Aurélien, aujourd'hui, il est photographe, mais pas que. Et le reste du temps, il fait du machine learning. Et là, sur un projet, il s'est rendu compte que quand même, l'entraînement de son système de machine learning, ça prenait beaucoup de temps. Et ça en prenait de plus en plus. Et qu'en fait, ça serait bien de l'optimiser. Et il a relevé ses manches, il s'est posé la question de comment il allait l'optimiser. Et ce qui prenait 15 heures auparavant prend maintenant 10 secondes. Juste parce qu'il s'est dit qu'il n'était pas content du travail qu'il faisait et qu'il pouvait faire mieux. Et donc, ça tourne maintenant 5400 fois plus rapidement. Alors, comme je veux rester ami avec lui, je vais lui dire que c'est vachement bien. Et la réalité, Aurélien, c'est qu'avant, tu gaspillais 5400 fois trop de ressources. Et vous, je ne sais pas, mais moi, quand je vais chez moi, il y a un jour, je rentre chez moi, je fais « Chérie, j'ai payé la baguette 5400 fois trop cher. Je l'ai payé 5400 € au lieu de 1 euro. Je vais me faire botter les fesses par ma femme, quelque chose de magnifique. » Alors, à la maison, ça passe pas, mais au boulot, ça passe, vous voyez. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est pour ça que la loi de Wirth continue d'exister. Donc, oui, on peut le faire parce qu'on a les ressources pour le faire, mais ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Donc, il faut, au contraire, optimiser, remettre le travail sur l'établi et penser à comment faire mieux. Alors là, je vous donne un exemple qui est un exemple médian. J'ai un autre exemple où juste un copain a fait x60 sur l'optimisation de son application. Ok, c'est déjà x60, moi je trouve que c'est quand même vachement correct. Et j'ai un exemple avec 408 millions de fois plus rapide d'optimisation. Et celui-là, il est un peu hors norme. Et donc voilà, de ces histoires m'est venue une idée qui était, mais en fait, il faudrait prendre la loi de Moore et l'inverser. Donc j'ai mis ce pauvre Gordon la tête en bas. J'ai appelé ça IROOM, donc Moore à l'envers, en se disant, on peut se fixer. Hein, rappelez-vous, la loi de Moore, c'est de la programmation. Ils ont décidé qu'ils programmaient l'industrie pour que ça sorte des nouveaux trucs plus puissants tous les 2 ans. Et bien là, je vous dis, faisons l'inverse, faisons IROOM, et tous les 2 ans, eh bien, on va optimiser d'un facteur 2
l'existant logiciel. On va regarder ce qui prend le plus de temps. Alors, je ne vous demande pas une refonte, je vous demande une réécriture. Identifions ce qui ne va pas et corrigeons-le. Parce qu'il y a des endroits où on a été très mauvais. Ou bien la situation a changé, on travaille sur des volumes de données qui sont devenus trop gros par rapport aux algorithmes qu'on avait choisis à l'époque. Faisons beaucoup mieux. Et donc, on appellerait ça e-room. Ça libère ainsi cette optimisation, ça libère de la puissance. Et avec cette puissance libérée, on peut inventer des nouveaux usages. C'est-à-dire qu'on peut continuer à faire notre boulot, mais au lieu de renouveler le matériel, eh bien, on va faire notre boulot sur de la ressource qu'on aura libérée. Donc, on ne change pas de matériel, on ne crée pas cette pollution qui va ruiner l'habitabilité de la planète. On va continuer à faire notre boulot, mais proprement. Alors, j'en ai fait une série d'articles qui a fait plus d'1 million de vues sur LinkedIn, dont celui-ci qui a fait donc 789 132. Ça, c'était il y a 3 semaines quand j'ai fait la copie d'écran. Maintenant, on doit approcher des 800 000. Et 800 000 vues sur LinkedIn pour parler d'optimisation. Je peux vous assurer que je pense que je suis le recordman du monde du truc, quoi. Et sans le faire exprès. C'est vraiment, ça a retenu l'attention des gens qui se sont mis à partager massivement le fait que oui, on pouvait faire du numérique proprement avec de l'optimisation. C'était une bonne façon d'arrêter de polluer ou de réduire massivement la pollution du numérique. Donc 8750 likes, 700 commentaires, 756 partages, c'était juste incroyable. Et du coup, je me dis, mais avec cette envie, cette viralité, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on fait pour diffuser cette approche e-room dans les entreprises? Eh bien, j'en ai parlé autour de moi avec mes camarades d'Octo, où on a passé tous des ateliers, des soirées à travailler dessus, avec des bénévoles extérieurs à Octo, rassemblés au sein de l'association Bois Vista, dont les noms sont listés ici, pour se dire il faudrait faire une méthodologie e-room pour donner un mode d'emploi aux entreprises pour qu'elles puissent faire de l'e-room chez elles, avec Octo ou sans Octo, avec des concurrents d'Octo éventuellement, parce qu'en fait, cette approche, on l'a rendue open source. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, je pense que si vous le faites chez Octo, c'est mieux pour nous, mais ça marchera aussi ailleurs, et vous n'avez même pas besoin d'une société de conseil pour le faire, tout est documenté. Et donc l'idée, en fait, je vous la fais simple, c'est ça. Vous prenez un développeur débutant, hein, et au début, vous regardez sa lisibilité et maintenabilité du code, médiocre, pour rester poli. Et sa performance de code, pas terrible. Il est en bas. Et puis, il va monter en compétence, hein, on va lui apprendre des trucs, il va travailler, il va réfléchir, il va se coltiner avec la difficulté, et il va faire du craft. Il va monter en compétence, il va devenir de mieux en mieux. Et donc, son code va être à la fois plus lisible, plus maintenable, et aussi plus performant. Alors, de façon pas forcément très régulière. Et puis, au bout de plusieurs années, il va devenir développeur senior. Et évidemment, c'est un humain, il va continuer de faire des erreurs, mais globalement, son code sera plus lisible, plus maintenable et plus performant. Ça existe déjà depuis des années dans les bonnes entreprises, et il faut continuer à le faire. Je pense que c'est la bonne approche. Et ensuite, deuxième partie, c'est que ce développeur senior, et là, c'est vraiment l'approche e-room, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va choisir le chemin en haut, vers le numéro 3. On va optimiser les éléments critiques. Là où c'est utilisé beaucoup sur des volumes qui sont importants, et là où jusqu'à présent, on n'a pas été bon. Ça, on va le moderniser. Mais on fait des frappes chirurgicales, hein, 1, 2, 3% du code, là où ça ne va pas. Et par contre, on fait attention de ne pas prendre ce chemin rouge qui amène à du code, certes plus performant, mais moins lisible et moins maintenable, parce qu'on ne veut pas suroptimiser le code. Il faut garder une agilité business, il faut pouvoir le changer, ce code, par la suite. Et donc, ça a donné sur cette URL ici, boavista.org/eroom,
une méthodologie qui est disponible en open source gratuitement. Allez-y, flashez le QR code, je me pousse pour pas être devant. Servez-vous, c'est fait pour ça. Et voilà. Donc, je résume en fait. L'idée, c'est de faire du numérique respectueux des limites planétaires en changeant plus le matériel, ou en le changeant beaucoup moins. On fait du travail de meilleure qualité, et c'est quand même sympa de faire ça, de faire du travail de qualité dont on est fier, et on continue à innover puisqu'on libère de la ressource, et donc on peut faire plus de logiciels avec le même matériel. Et alors, chez Decathlon? Alors, donc du coup, chez Decathlon, on était vachement intéressés par cette conversation. Comme vous avez pu le voir, elle raconte une histoire qui est top. Et nous, là où on est plutôt bon chez Decathlon, ou en tous les cas, là où on se sent les meilleurs, c'est quand on commence à passer à l'action. Voilà, on est vraiment dans le sport, ça nous caractérise assez bien. Et donc, ce qu'on a commencé à faire avec l'équipe, c'est de se dire, finalement, comment on va transformer ce diagnostic qui nous donne un peu la potentialité d'optimisation, comment on va le transformer ça en quelque chose d'intermédiaire qu'on va pouvoir regarder de manière plus précise et plus régulière pour trouver notre optimisation. Donc, comment ça se décline? Ça se décline un peu comme ça. Donc, finalement, la façon de le lire, c'est que entre un moment donné dans le temps, on va avoir à T0 un diagnostic qui est fourni donc par la méthodologie qu'on vient de voir, et à T+1, on en aura un nouveau. Et puis, le temps va s'écouler. Or, entre ce T0 et ce T+1, il va se passer plusieurs choses. Donc, par exemple, là, j'ai mis quelques exemples. Ce qui va se passer, par exemple, c'est des releases, voilà, du nouveau code qui va être produit entre deux diagnostics. Ce qui va se passer, c'est aussi des nouveaux clients qui vont commencer à se connecter à nos systèmes et qui vont avoir un impact nécessairement sur la façon dont les ressources sont consommées. Et nous, ce qu'on se disait, c'était ce qui serait bien entre T0 et T+1, ce serait d'avoir quelque chose de cet ordre-là qui dit attention, ça monte, et ça, c'est vraiment pas bien parce que tu consommes trop de ressources, et attention, ça baisse, et ça, enfin, ou plutôt, bravo, ça baisse, et c'est plutôt bien parce que tu es en train de consommer moins de ressources pour faire ça. Et là, on touche à quelque chose où on se dit, bon, voilà, on va travailler autour des ressources, mais les ressources en tant que telles, ça suffit pas, parce que on connaît un peu l'équation ultime pour consommer moins de ressources, ça s'appelle on arrête de travailler. Voilà, ça, c'est encore le scénario le plus optimisé. Mais du coup, c'est un peu pas trop audible chez nos décideurs quand on veut leur dire qu'on arrête tout. Donc on a continué à itérer sur le sujet. On s'est dit, ça ressemblerait à quoi cette équation-là et comment on pourrait la travailler différemment. Et on est arrivé à quelque chose de cet ordre-là. Et je vais tout de suite répondre à la question qui est probablement la plus importante de ce slide-là. C'est bien sûr, oui, en 2025, il y a encore des gens qui invoquent Stargate dans des prêts en trouvant que c'est vraiment intelligent. On est en 2026. Ou 2026, et ça marche toujours. Ça fait 2 fois que je me dis, et je me suis dit ce matin, il faut que je dise 2026 et pas 2025. D'ailleurs, c'est marrant. Donc, j'apprends pas. Du coup, et voilà. Et donc, on a créé cette nouvelle métrique qui s'appelle ORI, donc pour ceux qui ont la ref, et donc qui est l'Operational Resource Intensity. Et donc, l'Operational Resource Intensity, c'est quoi? En fait, c'est la somme des ressources utilisées pour faire fonctionner un logiciel divisé par les opérations business qu'elle réalise. Donc, si je donne un exemple pour faire simple, par exemple, chez Decathlon, on pourrait se dire c'est le CPU, la RAM et le network. Voilà, ça, c'est ce qu'on consomme là pour un microservice pour fonctionner. Mettons un système de paiement. Pour faire quoi? Pour faire à la fin un peu des commandes. Voilà. Donc, on l'a résumé à quelque chose de relativement simple. Quand on commence à avoir ce rapport-là, c'est bien parce qu'on commence à mettre en perspective 2 éléments qui sont clés, à la fois la ressource, je l'ai dit, et le rapport business. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de faire moins, l'enjeu, c'est de faire mieux avec ce qu'on a. Et c'est pas tout à fait, la nuance, elle est subtile, mais ça change quand même radicalement la différence et le rapport de négociation, entre guillemets, avec nos décideurs exécutifs. Et donc, c'est bien ça, l'optimisation, pour nous, c'est bien le découplage entre la performance, les ressources et la valeur produite avec ces mêmes ressources. C'est une métrique, on l'a dit. Et pourquoi ça marche bien, relativement bien chez Decathlon? C'est parce que cette métrique-là, elle s'intègre dans un cadre plus général de performance. C'est-à-dire que chez nous, on a ce qu'on appelle le Tech Performance Framework. Le Tech Performance Framework, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de répondre à la question de c'est quoi la bonne façon de faire du logiciel moderne en 2026, du coup, chez Decathlon. Et donc, on score, on a un audit permanent sur tous nos systèmes qui est live et qui nous permet d'évaluer cette question-là, qui va du code à la sécurité, à l'architecture, qui passe par plein de piliers. Et bien là, ce qu'on dit, c'est qu'on intègre un nouveau pilier, qui est un pilier du Green IT, et qui est celui de l'optimisation du code. Et en intégrant ça, on intègre de manière volontaire une nouvelle approche en se disant oui, chez nous, en 2026, si tu fais un code qui est moins optimisé ou pas optimisé,
tu n'es pas au top de la performance dans la façon dont on voit le métier de développeur. Donc c'est quelque chose d'opinionated, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous exprimer là-dessus. La secret sauce de ce truc-là, c'est que c'est automatique, donc ça ne demande pas d'effort, et ça c'est quand même un sujet où on n'a pas vraiment envie de rajouter des tâches aux développeurs, donc ça c'est plutôt un des éléments, un des gros takeaways de ce modèle-là. Et le point final, c'est que c'est neutralisé dans un framework général qui nous permet de le lire de façon commune avec les autres indicateurs et de se dire, voilà, quand tu es élite sur l'optimisation de ton code, c'est aussi bien que d'être élite sur la production de ton code ou être élite sur la sécurité, par exemple. Donc ça rentre dans ce modèle-là. En vrai, ça ressemble un peu plus à ça. Si je sors un peu de la théorie 30 secondes, alors ça, c'est vraiment, on est vraiment sur une équipe là et sur un service sur lequel on a commencé à implémenter la métrique ORI. Alors, on va regarder plutôt le graphe de droite là avec les variations négatives. Donc ce qu'on voit, c'est plutôt des barres qui vont en dessous de 0. Donc bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train d'utiliser mieux nos ressources pour le business qu'on doit délivrer à la fin. Donc c'est plutôt bien, jusqu'à peu près la période du 20 décembre là, où de manière un peu magique là, la courbe commence à s'inverser. Et là, je fais un petit freeze. On sait que c'est pas bien, on sait qu'on est en train de consommer plus de ressources. Mais juste avant qu'on intègre la métrique ORI, ça, là, ce serait passé inaperçu. Pourquoi? Parce que fondamentalement, cette surconsommation de ressources, elle n'a aucun impact sur le business et sur la façon de faire juste avant cette intégration-là. Pas de problème sur les SLA, pas de problème de downtime, pas de problème de performance, pas de problème d'API, pas de crash, pas d'incident, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de signe évocateur. Quand on intègre ça, pourtant, on voit cette dégradation-là. Donc on regarde. Alors l'équipe, quand elle a commencé à regarder ça, pourquoi elle était un peu concernée par cet événement-là, c'est parce qu'en fait, elle n'avait pas fait de release de code. D'accord, on est un peu dans les périodes de Noël, donc c'était probablement ils avaient été un peu prudents. Il n'y avait rien de leur côté qui n'aurait pu laisser penser qu'on allait dégrader la performance. Et du coup, réaction relativement rapide, on a commencé à regarder qu'est-ce qui surconsomme. En fait, c'était des appels API. Et c'était un nouveau consommateur qui était arrivé et qu'on n'avait pas nécessairement vu venir dans la roadmap, qui s'est mis à consommer nos API et qui les consommait pas de la meilleure des manières. Là, on arrive vite dans le scénario de tiens, je vais faire un batch pour appeler des API en cascade et puis ça va consommer la blinde de ressources. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un apporteur assez marginal de business qui s'est mis à être dans les top consommateurs de ressources sur notre système. Là, c'est un problème. Et quand on a regardé avec eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas fait l'effort, ou peut-être que notre doc a été mal faite, mais ils n'avaient pas fait l'effort de regarder la doc en entier. Sinon, ils auraient vu qu'il y avait une façon beaucoup plus économique d'obtenir la donnée qu'ils voulaient obtenir. Donc en fait, on a regardé ça avec eux. Et assez vite, on a convenu qu'il y avait une meilleure façon de faire. Et on a changé ça. Et en à peine, j'ai envie de dire, quelques jours, le graphe, il est repassé, on va dire, proche de 0. Donc là, on a détecté, on a résolu en très peu de temps une surconsommation de ressources qui était parfaitement inutile. Il suffisait juste de lire le chapitre 2 de la doc qui disait comment accéder à cette donnée de manière plus efficace. Voilà, donc c'est vraiment un truc très réel qui est ancré dans le quotidien de nos équipes. Et ce ping-pong-là, entre les équipes, il est intéressant. En l'espace de quelques jours, on a commencé à pouvoir échanger, à pouvoir optimiser notre code. Et ça nous rappelle un truc qu'on aime bien, c'est l'espèce de gamification de ce framework de perf. C'est pas pour se sanctionner qu'on fait ça, c'est pour être un peu plus malin, pour avoir des discussions, pour se créer des opportunités. Et on l'a dit, avec la méthodologie Room, on a un diagnostic, on a une façon d'appréhender le truc, et ça, c'est agréable parce que ça nous fait un plan de jeu. Alors le plan de jeu, par exemple, c'est ça, je commence mon activité, finalement, je commence mon intégration dans ce projet eRoom, j'ai un mauvais diagnostic. Là, la stratégie, elle est relativement simple. C'est là, il faut apprendre, il faut commencer à lire un peu la doc et se dire, allez, c'est quoi le sujet, comment on optimise, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien, et on y va. Et donc là, c'est un sujet d'apprentissage, de learning. Avant même de parler d'implémentation, il faut se mettre à jour. À l'extrême opposé, quand on a un super diagnostic eRoom, c'est-à-dire qu'on n'a plus de potentiel, on a tout optimisé comme des fous, là, c'est une autre stratégie. C'est une stratégie de défense de territoire. Et rester au top, on sait tous que c'est un peu compliqué et que en fait, le temps il joue contre nous dans cette équation-là. Ce qu'il faut retenir de tout ça, comme je disais, c'est que ce n'est pas de la sanction. On ne cherche pas à se sanctionner, à se dire « Oh là là, t'es pas bien, ton salaire, là, il va se faire dégommer, prochain truc. » Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut un jeu intellectuel dans lequel on voit des variations et sur lesquelles on peut réagir et sur lequel on peut activer des stratégies et des plans de jeu. Donc c'est vraiment, dans l'équation du sport pour Decathlon, ça marche très bien, mais c'est vraiment un plan de jeu pour nous. Et après quelques mois où on l'a fait tourner sur une business unit plus complète, on a commencé à avoir quelques patterns que je voulais vous partager avec vous.
Par exemple, l'effet néon. Alors, l'effet néon, je pense que c'était mon grand-père qui me disait ça, qui me disait « Ouais, éteins pas ton néon parce que en fait, ça coûte plus cher de l'éteindre et de le rallumer que de le laisser allumer. » Alors, je pense que c'est globalement faux. Mais bon, par respect pour mon grand-père, je veux dire que c'est vrai. Et donc, du coup, c'est quand même un truc qu'on a quand même découvert chez Decathlon. Pourquoi ? Parce que notre environnement chez Decathlon, c'est un environnement qui est quand même bâti assez fort autour de Spring Boot, par exemple. Et on sait que le code start de Spring Boot, ça consomme un max de ressources. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les équipes, il y a quelqu'un qui a une bonne idée qui dit « Hey, j'ai trouvé une librairie qui fait que quand il y a un pod qui n'est pas utilisé, je vais l'éteindre. » A priori, ça paraît du bon sens. A priori, j'en ai plus besoin, je l'éteins. Le truc, c'est qu'on l'éteignait et on le rallumait beaucoup, en fait, ce pod-là. Et quand on regarde, et qu'on commence à regarder nos métriques ORI, et bien on s'aperçoit que le coût de cette opération-là, extinction-allumage, de façon trop régulière, c'est supérieur au coût de je l'allume, je le laisse allumer, je le laisse idle. Voilà, donc là, on est sur un truc de ce qu'on appelle l'effet néon en interne, c'est que des fois, il vaut mieux laisser allumer qu'éteindre. Ça paraît contre-intuitif, mais en tous les cas, c'est ce qu'on a trouvé là-dedans. Le deuxième truc, le deuxième takeaway ou deuxième découverte qu'on a fait, c'est celle que je viens de dire précédemment. C'est la fameuse équipe qui a fait une implémentation un peu moisie. Elle a oublié de lire la doc en entier, on ne l'a pas très bien raconté, peut-être que pour des questions de pression de business, ça n'a pas été fait de la meilleure des manières. Bon, il y a plein de raisons, mais en tous les cas, la force est de constater qu'on n'a pas optimisé notre architecture. Donc ça dépasse même le cadre du code, on va dire, à proprement parler du système, c'est même à l'échelle qu'on peut faire des optimisations interservices, par exemple. Le troisième, c'est des micro-instabilités. Donc, chez Decathlon, par exemple, on a migré dans le cloud il y a pas mal de temps, et on a 100% de ce qu'on a qui tourne dans le cloud. Donc, on est plutôt content de ça. Et il y a plein de trucs qu'on est allé chercher, qu'on a trouvé et dont on est très content. Et par exemple, notamment, la gestion des erreurs sur les pods qui se mettent en erreur et qui redémarrent automatiquement, et on n'a pas à gérer, et on se porte très très bien comme ça. C'est trop bien, sauf que de temps en temps, et c'est des choses qu'on a redécouvert, encore une fois, avec ce genre de métriques-là, on a vu qu'il y avait des pods qui, pour des raisons diverses, se mettent en erreur au démarrage. Donc ça s'allume, ça se met en erreur, le système passe, t'es en erreur, parfait, je t'éteins et puis je te relance, et puis t'es en erreur, et puis je t'éteins et je te relance, et puis t'es en erreur, et ainsi de suite, vous avez compris le système. Et en fait, quand on le tire ça sur longtemps, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que de manière isolée, c'est peut-être 5-10% de l'énergie, mais il y a 5-10% de notre énergie là qu'on est en train de dépenser pour simplement se mettre en erreur et redémarrer. C'est-à-dire, ça sert à rien, grosso modo. Ça, c'est pas ouf, on va le dire comme ça, et c'est des choses sur lesquelles on peut agir et sur lesquelles on peut arriver à avoir des meilleurs résultats et récupérer de l'énergie pour faire autre chose. Et puis le dernier, c'est écho à ce qu'on disait. Decathlon, on s'était préparé à un scale important, et on l'a vu sur les appels API. Et moi-même, j'étais particulièrement ivre, on va dire, de ce sujet-là. Et il y a des gens qui m'ont cru à mort, et qui sont été plus que jusqu'au boutiste que moi, et qui ont commencé à dire à chaque livraison de code, je vais faire tous mes tests de perf, etc. Et c'est vachement bien. Quelque part, à un moment donné, on adorait ça. Sauf que quand on a commencé à regarder un peu ce qu'on consommait en ressources là-dessus, on s'est dit waouh, c'est violent la plateforme de test qui consomme 3 fois plus que la prod. Là, il y a peut-être un truc qui va pas bien dans notre histoire. Donc en fait, on a regardé, on s'est dit qu'il se passerait quoi si on décalait juste le test là une semaine, peut-être en fin de semaine ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça changerait dramatiquement l'élasticité de notre système ? Bon, la réponse, spoiler alert, ça n'a pas changé l'élasticité de notre système. Par contre, ça a réduit drastiquement l'énergie qu'on consommait pour quelque chose qui avait finalement pas tant de valeur que perçu initialement dans notre fantasme de notre scaling. Et on en arrive un peu à comment on a scalé ça. Donc, comme je disais, on est passé d'une équipe où on a fait les premiers tests, on a fait les premiers diagnostics, les premiers travaux, à commencer à scaler ça à l'échelle d'une BU complète, l'équivalent de 150 personnes, une cinquantaine ou une soixantaine de services qui sont présents. Et quand on a mis en place la métrique, et en faisant parfois des quick wins, parfois c'est pas grand-chose en vrai ce qu'on met en place, on a sauvé l'équivalent de 23 000 kWh d'énergie. Alors vous allez me dire, 23 000 kWh, ça correspond à quoi ? Bonne nouvelle, j'ai une réponse. Ça correspond à peu près tous les cycles de machine à laver de la BU de 150 personnes sur un an, en comptant un cycle tous les 2 jours. Et pour des gens qui travaillent dans le sport, on sait que chez nous, la machine à laver, c'est un truc qui tourne régulièrement et c'est un vrai poste de dépense. Donc on est très content de ce résultat-là, puisque évidemment, c'est de la pure énergie gratuite qu'on a réinjectée dans le réseau. Et ça nous amène au takeaway. Je vais commencer par le takeaway numéro 1. Le takeaway numéro 1, c'est sur le Green IT versus le FinOps. En vrai, j'aurais pu raconter cette histoire-là en remplaçant énergie par euro. Je crois que ça aurait marché quand même.
Et pourquoi je ne l'ai pas fait et pourquoi on a orienté notre système, en tout cas notre histoire autrement, c'est parce que évidemment, dans une boîte qui fait 20 milliards d'euros et qui a ce niveau de scale, bien sûr qu'on a des stratégies de FinOps, bien sûr qu'on a des grands programmes qui génèrent l'énergie, mais de manière plus ciblée, avec des optimisations à quelques pourcentages, ça résonne pas nécessairement dans la tête de tout le monde. Par contre, quand on change l'indicateur en disant, en fait, c'est pas du CO2, c'est pas des euros, mais c'est plutôt du CO2 que tu es en train de faire, eh ben, bonne nouvelle, ça réagit beaucoup mieux et les gens rentrent dans ce game de mais comment je peux optimiser mon code, parce que vraiment on touche à quelque chose de Lego et puis quelque chose qui est en rapport à ce qu'on fait. Et quelque part, c'est intéressant parce que ça me donne énormément d'espoir sur la question principale. Est-ce qu'on est dans le camp du mal? Mais en fait, la réponse, c'est que je ne crois pas. Moi, j'ai vu des développeurs se bagarrer comme pas possible pour essayer de ne pas cliquer sur « je prends le plan supérieur dans la console cloud », alors qu'il y a un clic à faire. C'est vraiment le truc le plus facile du monde. Et en fait, non, ils ont résisté à le faire en disant « non, on va s'optimiser, on va changer des choses, etc. » et essayer de consommer, de faire plus avec moins. Et c'est vraiment le signal extrêmement positif de ce takeaway. Le deuxième, tu voulais en parler? Oui, absolument. C'est ce qu'on voit sur les graphiques. Le PO dit on va implémenter telle fonctionnalité, et puis en fait, on voit les conséquences de l'implémentation de cette fonctionnalité. On voit ce que ça coûte en ressources, on voit ce que ça coûte en appel API, on voit que ça dégrade notre ORI ou eRoom. Et là, on peut retourner le voir, on fait bon, alors ok, tu m'as plombé mon graphique, mais elle valait vraiment le coup, ta feature? Est-ce qu'elle nous rapporte des millions, comme tu nous l'avais promis, ou bien ça fait juste plomber les perfs? Et là, en fait, on peut détricoter la loi de Wirth et lui dire bon, on va le décommissionner, ton machin qui coûte une blinde et qui rapporte rien. Là, au moins, on a les billes pour avoir cette conversation. Ouais, et c'est pas souvent le cas qu'on a cette conversation. Donc, on est plutôt content de ça. Le troisième point, je l'ai dit, c'est méfiez-vous des évidences. J'arrête pas de le dire, mais c'est tellement du bon sens paysan que je sors d'une pièce, j'éteins la lumière. Ouais, mais pas dans un environnement Spring Boot et pas si tu le fais 150 fois à la seconde, quoi. Ça marche pas et là, tu vas surconsommer. Donc c'est, encore une fois, bon sens paysan, mais dans les faits, ça se réalise pas. Et ce qu'il nous faut pour pouvoir lutter contre ça, c'est de la métrique. Le développeur qui avait mis en place la librairie qui faisait ce scale to zero, quelque part, quelqu'un lui a tapé sur l'épaule en lui disant bravo, c'était vraiment une bonne idée. Mais en fait, non, c'était pas une bonne idée. Et c'est juste bien qu'on ait une métrique pour se souvenir, ou en tout cas pour constater qu'en réalité, c'était pas une bonne idée, qu'il fallait le décommissionner. Enfin, en tout cas, il fallait enlever cette librairie-là. Mais tu vois, en fait, là, on le résume, c'est tu ne peux changer que ce que tu mesures. Exactement. Et ça y est, on mesure. Donc maintenant, on sait ce qu'il faut changer et pas changer. Donc on va passer à la quatrième. Alors, on a envie de faire des économies, on a envie de consommer moins, mais curieusement, si vous allez voir votre patron lui disant « Bon, ça y est, chef, j'ai tout compris, on est décroissant », ça risque de pas super bien passer. Parce que lui, il va penser qu'il faut augmenter les ventes, etc. Par contre, si vous allez voir en disant « Chef, j'ai compris, je ne suis pas décroissant, mais je vais faire mieux et consommer moins pour fournir le même service ou le fournir à plus grande échelle et soutenir le business », et en fait, là, c'est un message que lui, il entend, et en même temps, les collègues développeurs, ils sont contents parce qu'ils font du travail de meilleure qualité. Donc en fait, c'est vraiment du win-win. Complètement. Et là, du coup, on a des opportunités de parler à une audience plus large, voire même d'être mis en avant en disant c'est ça la bonne démarche. Donc c'est plutôt, en tous les cas, on était plutôt satisfait de cette approche. Et je pense que vous avez vu qu'on est arrivé à on est à 3 minutes de la fin de la presse, et on n'a quasiment pas parlé d'IA, ce qui est quand même presque un record, je crois, en 2026. Hein. Mais raté. Et du coup, on va parler un peu d'IA. Voilà, donc désolé pour ça. Ouais. Voilà. Parce que évidemment, on s'attendait un peu à la question. Alors, l'IA dans tout ça, Romain, Tristan, comment vous réagissez là-dessus? Et quelque part, ce qu'on essaye de dire ce qu'on voulait dire, disons, sur cette slide-là, c'était quoi? C'était de se dire, bon voilà, sans être un futurologue incroyable, sinon probablement que je serais pas là. Disons que évidemment, c'est une technologie disruptive dans laquelle on va pas avoir le choix que d'y passer à l'intérieur. La question, c'était plus pour tous nous de dire, finalement, l'IA a un pouvoir incroyable de savoir faire des choses très vite par rapport à un humain. La question, c'est est-ce qu'on peut bien le téléguider vers ce qu'on veut bien lui faire faire? Et ça, c'est une question un peu clé.
quelque part, c'est un peu la notion de context engineering, c'est est-ce qu'on est capable de lui donner un contexte sur lequel lui pourrait réagir et pourrait développer sa pleine puissance. Et quand nous, on commence à dire, finalement, dans notre framework de perf, on est intéressé que tu fasses du code avec pas de complexité si problématique, par exemple, ou quelque chose de cet ordre-là, on est aussi en train de lui dire, en parallèle, mais on veut aussi que tu fasses du code optimisé. Et ça, c'est intéressant parce que pour la suite et les projections qu'on donne à ce sujet, on se dit que l'IA risque d'être une arme assez intéressante pour déployer son savoir-faire sur l'optimisation de notre code dans le futur.